Ah, la tempura, rien que le nom, ça sonne léger, croustillant, délicat, et pourtant on parle bien d'un plat qui est frit. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant, parce que ce plat délicieux pourrait bien venir bousculer une de nos certitudes les plus profondes en matière de nutrition. On l'a tous entendu et répété, la friture, c'est mauvais. Mauvais pour la santé et surtout pour notre cerveau. Mais, et si c'était un peu plus complexe que ça? La tempura, elle, nous force à voir les choses sous un autre angle. Et si, en fait, la manière de frire changeait absolument tout? C'est un peu ce qu'on pourrait appeler le paradoxe de la friture. D'un côté, on a l'image de la friture lourde, grasse, qui absorbe toute l'huile. Et de l'autre, la tempura, qui est un des emblèmes du Japon, un pays connu pour sa longévité record. Alors comment c'est possible? Eh bien la clé, elle se cache dans la technique, une différence fondamentale qui sépare la tempura de tout ce qu'on pense savoir sur la friture. On va plonger au cœur du sujet. Le secret, il n'est pas vraiment dans les ingrédients au départ, mais dans la physique même de la cuisson. On va voir comment la tempura se sert d'une science très précise pour faire de la friture un mode de cuisson qui, aussi fou que ça puisse paraître, protège les aliments. Le mot à retenir ici, c'est friture éclair. Il faut oublier l'image d'un aliment qui baigne dans l'huile pendant des lustres. Non, ici, tout est une question de précision. Une température très haute, un temps de cuisson ultra court et surtout, cette fameuse pâte glacée. C'est elle, la vraie star de l'opération. Ce qui se passe est juste génial, d'un point de vue physique. Imaginez un peu. L'eau contenue dans la pâte glacée, au contact de l'huile brûlante, elle s'évapore en une fraction de seconde. Ça crée une pression de vapeur qui pousse vers l'extérieur. Et cette vapeur, elle agit comme un bouclier. D'un côté, elle empêche l'huile de rentrer, et de l'autre, elle cuit l'aliment de l'intérieur. C'est une cuisson à la vapeur, mais à l'envers. Et le résultat, il est là, noir sur blanc. Quand on regarde les chiffres, c'est assez bluffant. La tempura arrive à préserver jusqu'à 85% des vitamines et la quasi-totalité des minéraux. Pour vous donner une idée, c'est bien mieux que de faire bouillir des légumes, une méthode qui, ironiquement, fait fuir une bonne partie de leurs bienfaits directement dans l'eau de cuisson. Bon, maintenant qu'on a compris la technique, la fameuse friture éclair, voyons ce qu'elle permet d'apporter concrètement à notre cerveau. Parce que cette méthode de cuisson, en fait, c'est comme une clé qui vient libérer le potentiel caché des ingrédients. Il y a une chose qu'on oublie souvent, notre cerveau, c'est principalement du gras. Il est donc littéralement affamé de nutriments qui ne peuvent se dissoudre que dans les lipides. Et c'est là que ça devient génial. Dans le cas de la tempura, la petite quantité d'huile qui enrobe l'aliment n'est pas l'ennemi. Au contraire, c'est le taxi. C'est elle qui transporte les vitamines et les antioxydants liposolubles jusqu'à leur destination finale, notre cerveau. Prenons quelques exemples très concrets. Le bêta-carotène de la citrouille kabocha, qui est un super antioxydant, a besoin de gras pour être bien absorbé. Pareil pour l'acide rosmarinique de la feuille de shiso, une substance qui pourrait jouer un rôle dans la prévention des plaques liées à Alzheimer. Et bien sûr, la vitamine B12 des crevettes, qui est vitale pour protéger nos neurones. Tous ces trésors sont déverrouillés grâce à cette méthode. Évidemment, le choix de l'huile est absolument crucial. Toutes les huiles ne se valent pas, loin de là. L'huile de sésame, par exemple, traditionnellement utilisée, est pleine d'antioxydants spécifiques qui peuvent même traverser la barrière protectrice du cerveau. Elle contient aussi de bons acides gras qui nourrissent directement nos neurones. Et la science le confirme, une alimentation riche en ce type de gras est directement liée à de meilleures performances cognitives. D'accord, tout ça c'est la biochimie, c'est ce qui se passe au niveau microscopique. Mais maintenant, changeons d'échelle. Voyons ce que ça donne dans la vraie vie avec les grandes études de population. La première preuve, elle nous vient d'une étude japonaise absolument colossale, la JPSC-AD. Il faut s'imaginer, les chercheurs ont suivi près de 9000 personnes sur le très long terme, juste pour comprendre le lien entre ce qu'elles mangeaient et la santé de leur cerveau. Et le résultat, il est juste spectaculaire. Les personnes qui suivent un régime japonais traditionnel, qui inclut donc des plats comme la tempura, voient leur risque de développer la maladie d'Alzheimer chuter de 53%. Ce n'est pas un petit ajustement là, on parle d'une réduction de plus de la moitié du risque, c'est énorme. Et il y a une autre étude, l'étude Sonic, qui allait encore plus loin. Là, on n'a pas seulement regardé les maladies, non, on a mesuré directement les performances cognitives des participants pour voir si leur alimentation avait un impact direct sur leurs résultats. Le résultat de l'étude Sonic se résume à ce chiffre un peu barbare. Bêta égale 0,41. Alors, sans entrer dans le jargon des stats, ça veut dire quelque chose de très simple. Le lien entre l'alimentation et les performances est direct, et il est très fort. En clair, plus on mange de poissons et de légumes préparés de cette façon, plus les scores aux tests de mémoire et de raisonnement grimpent. C'est une preuve quasi mathématique. Alors, au final, quelle est la grande leçon à retenir de tout ça? Attention, ce n'est pas que tous les aliments frits sont soudainement devenus bons pour la santé. Loin de là, non. La leçon, c'est que la méthode, le contexte et la qualité des ingrédients changent absolument tout. Ce n'est pas un feu vert pour la friture à gogo, mais plutôt une invitation à frire intelligemment. Mais, et c'est un mais majuscule, il y a un avertissement crucial.
Le véritable ennemi numéro 1 de notre cerveau, ce n'est pas la friture en soi, c'est l'huile de friture réutilisée, chauffée encore et encore. À chaque fois, elle se dégrade et crée des composés toxiques qui, eux, s'attaquent directement à nos neurones. Donc la règle d'or est simple. L'huile doit toujours être fraîche. Ce point-là n'est absolument pas négociable. En résumé, si on veut qu'une tempura soit un vrai plus pour le cerveau, il faut respecter 4 piliers. Premièrement, une huile fraîche et de très bonne qualité. Deuxièmement, des légumes bien colorés, pleins de nutriments. Troisièmement, une température de cuisson parfaitement maîtrisée. Et quatrièmement, peut-être le plus important, l'intégrer dans un repas complet et équilibré dans l'esprit washoku japonais. Au bout du compte, l'histoire de la tempura nous apprend surtout à nous méfier des idées reçues. Une catégorie entière d'aliments qu'on pensait uniformément mauvaises cache en réalité une science et une nuance assez fascinantes. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si on a pu se tromper à ce point sur la friture, combien d'autres mythes alimentaires n'attendent que d'être brisés ?